Barthélémy Ngom. Bienvenue à la technique de ce journal Aliouba. Cheikh Anta Diop, bonjour. Bonjour Barthélémy. Alors, l'affaire de Tobène à la barre du tribunal de grande instance de Thiès ce matin, 21 prévenus comparaissent, parmi eux des chefs de village. Effectivement, 21 prévenus, y compris les chefs de village, 6 chefs de village et ceux qui ont obtenu la liberté provisoire. En tout cas, ils sont devant la barre pour répondre aux chefs d'accusation. Et on constate aussi qu'il y a plus de 10 avocats qui ont été commis pour défendre ces jeunes. On peut citer Maître Hassan Ndiomadiaye, Khoreichi Ba et Maître Amadou Diallo, qui est le président de Amnesty International, Maître Oubar Fati, Maître Modou Sonko et Maître Suleiman Diallo et tant d'autres. Donc, ce qu'il faut souligner, il y a une foule monstre devant le tribunal de grande instance de Thiès. Et les populations de Tobène, de l'arrondissement de Meouane et villages environnants ont également fait le déplacement pour soutenir ces jeunes. Mais un important dispositif sécuritaire a été déployé sur les lieux. Les forces de l'ordre ont pratiquement quadrillé tous les secteurs. On note aussi la présence de l'activiste Guy Marie Sagna et des membres de la société civile. Et ce qu'il faut signaler, il résulte des procès-verbaux lus tout à l'heure par le procureur qu'à la suite d'une réquisition particulière de l'autorité administrative de l'exécution de leur mission consistant à accompagner le géomètre à faire la délimitation des champs qui se trouvaient sur le tracé d'exploitation des ICS. Les gendarmes ont été attaqués par les habitants du village de Tobène. Ils ont commis des violences verbales et physiques selon le procureur à l'endroit des agents des autorités de manière volontaire que leurs violences ont occasionné des blessures sur les nommés Ismaël Touré, Abdou Omar Fall, Yandé Fall, Serine Baké, Ismaël Pouy. Et actuellement, nous en sommes aux interrogatoires et l'audience va certainement tirer en longueur. Et suite aux interrogations du juge et du procureur, et pratiquement les prévenus ont nié les faits. Merci beaucoup, Cheikh Anta Diop. Nous y reviendrons bien sûr. Je rappelle que c'est l'ouverture du procès de cette affaire de Tobène, une affaire qui oppose, il s'agit d'un litige foncier qui oppose les populations de Tobène aux ICS, les industries chimiques du Sénégal. Direction Kaolack maintenant. Retrouvez Ibrahima Diamé, notre correspondant sur place. Ibrahima Diamé, bonjour. Oui, bonjour Barthélémy, bonjour à tous. Alors, c'est la première sortie du premier président de la Cour d'appel de Kaolack après sa démission de l'UMS. Maître Ousmane Ka rencontre à l'instant même la presse. Oui, Maître Ousmane Khan, justement, le premier président de la Cour d'appel de Kaolack, sa première sortie, en tout cas publique, face à la presse, il n'a pas encore démarré, mais d'un moment à l'autre, il fera donc face à la presse. Nous sommes en train de patienter pour quelques minutes pour le démarrage de la conférence de presse du premier président de la Cour d'appel de Kaolack. Donc, d'un moment à l'autre, il va démarrer. Merci. On vous garde en repérage également, Ibrahima Diamé. Cette sortie donc du premier président de la Cour d'appel de Kaolack, Maître Ousmane Khan, qui s'adresse à la presse à l'instant. Nous y reviendrons avec vous également, Ibrahima Diamé. Je vous l'annonçais, Abdou Mbow, le porte-parole adjoint de l'Alliance pour la République, il dit n'accorder aucun crédit à ce que Thierno Alassane Sall a raconté dans son livre intitulé Protocole de l'Élysée, confidence d'un ancien ministre sénégalais du pétrole. Le responsable de l'APR qualifie d'irresponsable l'attitude de Thierno Alassane Sall. Un ancien ministre, dit-il, ne doit pas dévoiler de tels secrets. On l'écoute, Abdou Mbow avec Nati Diop. D'après ce que j'ai vu dans la presse, il aurait, dans son ouvrage, dévoilé des messages avec Boun Abdallah, des échanges avec le président de la République. Et ma conviction est que quand on occupe de hautes responsabilités dans un pays, on doit avoir quand même un droit de réserve. Et pour moi, c'est irresponsable, à un certain niveau de responsabilité, de dévoiler certains échanges qu'on a eus avec quand même ses supérieurs ou même ses collègues. Je pense quand même que dans la vie, il faut savoir raison garder. Et c'est ce que j'ai vu dans la presse et l'analyse que j'en fais, c'est que je ne donne aucun crédit à ce qu'il a dit dans ce livre. Parce que pour moi, quand même, ce sont des choses inacceptables. Abdou Mbow, député à l'Assemblée nationale, porte-parole adjoint de l'Alliance pour la République. Midi 8, une courte pause et la suite. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici.
Les inondations à Passy, le problème dure et jusque-là, aucune solution. Le secrétaire municipal interpelle l'État. Mamadou Thiam soutient que la commune de Passy n'a pas les moyens suffisants pour régler le problème car ça demande de gros investissements. Il est avec Aminata Goudiaby. Il n'y a pas encore eu de solution. Le premier phénomène d'inondation que nous avons vécu date de 2012. En cette date, l'État nous avait appuyé avec 12 hydrocureurs. Ils avaient fait 15 jours à passer. Chaque hydrocureur faisait chaque jour 15 charges. Vous voyez la quantité d'eau qu'il y avait à passer. Je peux dire que c'est tout Passy qui était inondé, surtout le quartier Léona. On avait pensé qu'on allait trouver une solution à ça, mais rien n'est encore trouvé. On vit ce phénomène chaque année. Les maisons qui vivaient dans les zones sont toujours dans les zones. La commune appuie, il y a le service de sapeurs-pompiers qui intervient au niveau de la commune. La commune appuie souvent en carburant. Mais vous savez que ça, pour éradiquer définitivement ce phénomène, ça demande, c'est de gros investissements que ça demande. C'était donc Mamadou Thiam, le secrétaire municipal de Passy. Il participait à un CRD consacré à la gestion des inondations dans la région de Fatick. Nous en venons maintenant aux chiffres de la Covid-19, un mort ces dernières 24 heures. Là-dessus, nous écoutons docteur Mamadou Ndiaye, le directeur de la prévention au ministère de la Santé. Ce sera donc d'un moment à l'autre. Nous allons écouter donc voilà le docteur Mamadou Ndiaye. Sur 1421 tests réalisés, 130 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 9,15%. Les cas positifs se répartissent comme suit. 55 cas contacts suivis par nos services, 2 cas importés, dont l'un est enregistré au niveau de l'aéroport international Blaise Diagne de Diass, et l'autre cas importé a été enregistré au niveau de la commune de Diofior. 73 cas issus de la transmission communautaire font partie également des cas positifs. Et ces 73 cas dits communautaires se répartissent entre les quartiers et communes suivants. Ziguinchor en a 9, Mbour 7, Kaolack 6, Bignona 4, Kolda 4, Kédougou 3, Mékhé 3, Tivaouane 3, Bounkiling 2, Fann 2, Nord Foire 2, Richard Toll 2, Sacré-Cœur 2, Saraya 2, Thiès 2, Touba 2, Yoff 2, Les Almadies 1, Diourbel 1, Fatick 1, Foundiougne 1, Gibraltar 1, Guédiawaye 1, Joal 1, Khombol 1, Keur Massar 1, Louga 1, Mariste 1, Mbacké 1, Pikine 1, Rufisque 1, Sédhiou 1 et Vélingara 1. 115 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 38 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Un décès a été enregistré ce jeudi 20 août 2020. L'état des autres patients hospitalisés est jugé stable. À ce jour, 12 689 cas ont été déclarés positifs, dont 8 165 guéris, 262 décédés et donc 4 261 sous traitement. Le docteur Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention au ministère de la Santé et de l'Action sociale, direction Casamance, où 2000 ménages déplacés à cause du conflit ont reçu un appui en intrants agricoles, un don de l'Agence nationale pour la relance des activités économiques et sociales en Casamance, un appui en direction des familles dont les activités agricoles sont particulièrement affectées par la pandémie de la Covid-19. Les bénéficiaires estiment que ce don va avoir un impact capital dans le processus de réinsertion économique des déplacés candidats au retour. Lamine Ba. Les 2000 bénéficiaires de l'appui de l'Agence nationale de relance des activités économiques et sociales en Casamance sont les populations doublement impactées par la Covid et le conflit armé. Il s'agit à travers ce geste d'atténuer l'effet de la crise sanitaire sur leur principale activité de survie que constitue l'agriculture. Ansou Sané est le directeur général de l'ANRAC. Ces populations ont entrepris une dynamique de retour vers leur localité d'origine. Ce don que nous mettons à leur disposition aujourd'hui, pensons qu'il vient à son heure parce qu'il intervient dans un contexte marqué par au retour qui a été fait dans cette saison de pluie où, comme vous le savez, les populations rejoignent pour s'adonner à des activités agricoles
avant d'entamer la dynamique effective et définitive de retour. Est-ce que les conditions sécuritaires seront bien sûr remplies? La cérémonie de remise officielle de ces intrants fut une tribune saisie par les bénéficiaires pour saluer un acte de portée capitale dans le processus de l'appui à la réinsertion économique des déplacés, candidats au retour. Jean-Pierre Gomis, président du collectif des villages de déplacés de la région de Ziguinchor. Pourquoi ce geste est d'une portée capitale? Comme vous savez, en tout cas, les populations entre au moment de retour, comme je disais tantôt, il y a certains qui sont sur place, mais d'autres sont encore dans des villages environnants et d'autres sont même dans la commune de Ziguinchor de retour. Ce qui fait que peut-être que les surfaces en tout cas que nous aurons cultivées ne pourront pas d'une importance capitale. Mais je pense qu'avec l'appui de ces engrais-là, ça permettra quand même aux populations en tout cas d'avoir un bon rendement, ça va les encourager pour continuer en tout cas le processus agricole au niveau des zones. Il faut rappeler que le contexte est depuis quelques semaines favorable au retour des déplacés à la faveur des opérations de sécurisation menées par l'armée, en particulier dans la zone sud-est de l'arrondissement de Niaguis. Mais ce mouvement retour a besoin d'être soutenu par des initiatives institutionnelles pour réussir cette étape très sensible. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. Et puis le directeur général de l'Agence nationale pour la relance des activités économiques et sociales en Casamance, que vous avez entendu tout à l'heure dans le compte-rendu de Lamine Ba, il a profité de la rencontre pour faire un plaidoyer. Il demande à ce que la Casamance soit érigée en zone économique spéciale. Cela, estime Ansou Sané, pourrait donc être une façon d'impulser les investissements économiques dans cette partie sud du pays. On l'écoute. Et aujourd'hui que ce contexte sécuritaire a beaucoup changé, nous sommes en train également de réorienter nos missions vers la prise en charge de l'accompagnement économique de la Casamance. Nous sommes en train, en collaboration avec l'APIX, de réfléchir sur la mise en place d'un projet d'installation au sein de l'ANRAC, donc d'une plateforme des investissements sud en Casamance. Donc c'est un instrument qui va permettre en tout cas de donner une réponse spécifique aux besoins du secteur privé local, de créer des interactions entre ce secteur privé local et les acteurs publics et de mieux promouvoir en tout cas le marketing territorial de la Casamance pour mieux capter les investissements locaux afin de promouvoir en tout cas la relance du développement économique et social de la Casamance. Ces mesures aujourd'hui doivent être renforcées à travers un dispositif en tout cas de reconstitution du tissu industriel de la Casamance. Et nous pensons dans ce sens que l'État devra ériger la Casamance en une zone économique spéciale afin d'attirer en tout cas les investissements locaux pour permettre aux entreprises de s'installer en Casamance. Ansou Sané, le directeur général de l'Agence nationale pour la relance des activités économiques et sociales en Casamance. Midi 15, vous suivez le journal sur la radio Futur Média et je vous en remercie. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. RFM. Barthélémy Ngom. Élections locales, un membre du collectif des organisations de la société civile pour les élections milite pour un report. C'est dans le dessein d'organiser un scrutin sans contestation selon Babacar Fall du GRADEC. Toutes les conditions ne sont pas réunies pour la tenue des locales au mois de mars prochain. Il était l'invité d'RFM Matin ce vendredi. Il va être très difficile en fait de tenir les élections à la date projetée, c'est-à-dire le 28 mars 2021, en raison des contraintes techniques qui se posent. Parce qu'aujourd'hui, le dialogue avait été suspendu, il va redémarrer la semaine prochaine et il y a eu des points d'accord qui avaient été déjà scellés lors donc des rencontres précédentes. Et parmi ces points d'accord, il y a 2 points importants concernant l'audit du fichier électoral et également l'évaluation du processus depuis la refonte partielle de 2016. Mais ça, c'est du boulot. Alors pour le faire maintenant, il faut lancer rapidement les appels d'offres pour recruter les cabinets qui doit faire ce travail. Or, ce travail-là, il peut prendre du temps. Au minimum, il peut prendre 3 mois. Alors, après ce travail, il faudra déposer les conclusions, voir maintenant également, sur la base des discussions qui vont continuer, les accords définitifs, par exemple, sur le mode d'élection des maires, sur la question de la caution, du parrainage, etc. Voir maintenant les impacts que cela va avoir sur le code électoral pour les traduire en loi, etc., etc. Donc, ça pose en fait des problèmes de délai. Alors, si maintenant on s'en tient à la date du 28, cela veut dire que le dépôt des listes devra se faire au début janvier. Et déjà, ça va poser des problèmes parce que après ces 2 opérations importantes comme l'audit du fichier et l'évaluation du processus électoral, il faudra ouvrir les listes électorales pour faire les modifications, les changements de statut, etc. Donc, au regard de toutes ces contraintes techniques, moi, franchement, j'ai des appréhensions par rapport à la tenue de l'élection à la date du 28. Maintenant, il faut que les acteurs discutent. Si les gens veulent coûte que coûte aller aux élections le 28, moi, je n'ai pas de problème. Mais il ne faudrait pas que demain également, qu'on vienne dire que voilà, les élections ont été mal organisées. Pour moi, une élection quand même, c'est quelque chose de sérieux. Il faut pouvoir quand même l'organiser dans des conditions de sérénité afin que vraiment les résultats soient fiables et crédibles. Babacar Fall, secrétaire général du GRADEC, le groupe de recherche et d'appui conseil pour la démocratie participative et la bonne gouvernance. Un tour au marché malien situé à Dakar, plus précisément au centre-ville.
Les expatriés maliens sont toujours inquiets par rapport à la situation actuelle de leur pays. Pour eux, la CEDEAO doit agir au plus vite pour éviter que le Mali sombre dans le chaos. Nafissa Toussila. C'est catégoriquement qu'Abdoulaye Doumbia condamne le coup d'État dans son pays. L'expatrié malien et vendeur de tchoub au marché Mali de Dakar Plateau. Cela n'augure rien de bon et c'est sûr, ce sera pire que les coups d'État précédents. C'est vraiment compliqué pour nous qui ne sommes pas au pays. On souffre pour notre pays. La première raison est l'instabilité et pour la deuxième, il évoque des perturbations sur leur commerce, tout comme Mohamed Sidibé qui est lui sénégalais et qui tient son commerce ici. Avec les frontières fermées, c'est compliqué pour notre marchandise. Ça va être difficile pour nous. Nous attendons plus de 200 colis qui tardent à venir et c'est pour les commerçants de ce marché. Les voitures sont bloquées à la frontière. Mohamed Sidibé se dit désolé pour ses camarades et parle d'un problème plus profond. Pour moi, le vrai nœud du problème, c'est la situation en Mali. Les rebelles qui peuvent profiter de la situation. Les crises politiques qui envahir le pays et massacrer la population. Ces commerçants maliens attendent impatiemment le rétablissement de la stabilité, nous dit Habib Sow et Djibril Fofana. La CEDEAO doit faire vite et tirer le pouvoir des mains de l'armée. Elle n'a pas sa place là-bas. Les militaires ne pourront pas gérer le pays comme il faut. La paix doit régner au Mali au plus vite. Pour l'heure, la CEDEAO a annoncé l'envoi d'une délégation à Bamako. Ces Maliens dans l'impasse espèrent plus que jamais que l'intervention de la CEDEAO sera efficace et pérenne. Nafissa Toussila, nous allons reparler justement de cette situation au Mali, précisément les décisions prises hier par la CEDEAO lors de son sommet extraordinaire, sommet qui s'est tenu par visioconférence. Midi 20, bonjour Georges Dechedio. Bonjour Barthélémy Ngom. RFM. L'actualité internationale. Et nous restons au Mali, Georges. Les putschistes libèrent en tout cas 2 personnes parmi 19 militaires. Parmi les 19 militaires et civils arrêtés. Il s'agit d'Abdoulaye Daffé, ministre de l'économie et des finances du gouvernement dissous, et Saban Mohamedou, chargé de mission à la présidence et très proche d'Ibeka. Selon RFI qui donne l'information, Ibeka et son premier ministre Boubou Cissé sont depuis hier toujours à Kati, mais gardés dans une villa. Ils ont reçu la visite d'une délégation de la division droits de l'homme de la mission de l'ONU à Bamako, conduite par son chef Guillaume Nguefa. Hier, lors d'une visioconférence, les chefs d'État de la CEDEAO ont demandé le rétablissement d'Ibrahim Boubacar Keïta dans ses fonctions. Et c'est dans ce contexte, Georges, que la junte a entamé une série de rencontres avec les forces vives maliennes. Les responsables de la junte ont rencontré hier les partis proches d'Ibeka, les partis politiques de la majorité. L'opposition attend son tour, même si les militaires se sont entretenus avec l'imam Diko. Plus de précisions avec Mohamed Salia Touré, membre du comité stratégique du M5 RFP. Il décline d'abord les objectifs du rassemblement de cet après-midi sur la place de l'Indépendance à Bamako. Le rassemblement d'aujourd'hui, c'est pour rendre un vibrant hommage au peuple malien qui s'est mobilisé pendant des semaines, semaine après semaine, mois après mois, pour porter cette revendication légitime du peuple malien, à savoir demander la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta et de son régime. La démission est obtenue, mais le peuple doit rester mobilisé parce que le plus gros du travail commence maintenant. Une manche de la bataille a été gagnée, mais c'est le plus difficile qui commence, à savoir réunir l'ensemble des forces vives de la nation pour jeter les bases d'une refondation, d'une vraie refondation du peuple malien. Donc c'est à ce titre que le M5 RFP a appelé le peuple malien à un grand rassemblement patriotique cet après-midi pour rendre hommage aux martyrs, ceux qui sont tombés, mais aussi pour remercier le vaillant peuple du Mali d'avoir su garder le cap, d'avoir su se mobiliser, parce que la mobilisation elle a été quand même croissante. Et aussi c'est une façon de lancer un message à la communauté internationale qui malheureusement fait une mauvaise lecture de la situation et qui tente d'imposer des sanctions au peuple malien, leur montrer que nous sommes plus que jamais debout et nous allons résister
et ensemble. Alors la junte a rencontré hier des partis politiques proches d'Ibeka. Vous de l'opposition, vous attendez votre tour? Pour l'instant, c'est que je sache, il n'y a pas eu une rencontre officielle avec le M5 RFP, en tout cas le comité stratégique du M5 RFP, mais il y a eu une rencontre avec l'autorité morale du M5 RFP, l'imam Mahmoud Diko, qui a reçu la visite du CNSP. Je suis sûr que dans les jours à venir ou les heures à venir, cette rencontre, elle va se faire. En Mauritanie, l'ex-président Mohamed Ould Abdelaziz, arrêté par la police des crimes économiques, refuse de coopérer avec les enquêteurs. Il proteste contre ces conditions de détention. L'information est donnée par un de ses avocats qui tenait une conférence de presse hier à Nouakchott, maître Mohameden Chedou, au micro de Mohamed Diop. Il est arrêté à 17h30. La police l'a fouillé de façon humiliante. Ils ont également confisqué son passeport, sa montre et ses lunettes. Et l'ont placé dans une chambre étroite, sale et remplie de moustiques. Il n'y avait ni eau à boire, ni de l'air conditionné. Il y est resté ainsi jusqu'à 23h30 avant qu'on lui amène de l'eau, un petit matelas, un coussin et une moustiquaire. Mais sans le laisser dormir. Ils ont perturbé son sommeil jusqu'au matin. Le lendemain, le directeur général de la Sûreté arrive avec 10 officiers de la police judiciaire pour l'interroger dans ces conditions et en absence de ses avocats. Il a donc refusé de parler. جاء 10 ضباط شرطة بقيادة المدير العام المساعد للأمن الوطني لاستجوابه في غياب محاميه وفي نفس الظروف السيئة المذكورة. Voilà les avocats de Mohamed Ould Abdelaziz qui dénoncent les conditions de détention de leur client en Guinée-Georges, une deuxième candidature d'opposition à la présidentielle du 18 octobre prochain. Il s'agit d'Abdoul Kabele Kamara, ancien ministre de la Défense puis de la Sécurité d'Alpha Condé. Il a été investi mercredi lors d'une convention de son parti, le Rassemblement des Guinéens pour le développement. C'est la deuxième candidature d'opposition annoncée. La première, il y a quelques semaines, celle du docteur Ousmane Kaba. En Libye, les autorités rivales ont annoncé aujourd'hui l'organisation d'élections prochainement et la cessation de tous les combats sur le territoire dans 2 communiqués distincts. Fayez Al-Sharaj, chef du conseil présidentiel du gouvernement d'union nationale, et Aguila Saleh, président du Parlement élu, ont annoncé des élections prochainement et ont ordonné à toutes les parties d'observer un cessez-le-feu immédiat et l'arrêt de tous les combats sur tout le territoire libyen. Et nous parlons de la présidentielle américaine. Joe Biden, officiellement investi candidat des démocrates. La convention du Parti démocrate s'est achevée hier soir avec son discours d'investiture. Joe Biden a alerté ses compatriotes sur le tournant plutôt que constitue la présidentielle de novembre prochain. Mamoudou Aïchandiaï. Joe Biden a clôturé la convention des démocrates. Nous voulons déposer le lourd fardeau de la haine. Trouver la lumière à nouveau. L'allocution finale du candidat démocrate à la présidence des États-Unis d'Amérique, Joe Biden, a baissé les rideaux d'une convention très novatrice. JB de déclarer que nous pouvons choisir un sentier nouveau pour s'unir, se réformer, se soigner et s'épanouir dans la lumière et dans l'espoir. Joe Biden pose ainsi une question aux Américains. La question est simple. Sommes-nous prêts? Moi, je crois que oui. Il nous faut être prêts. Écoutez, toutes les élections sont importantes. Je vous l'accorde, nous savons dans notre cœur que cette fois-ci, les conséquences sont plus graves. Car, comme beaucoup l'ont dit, nous sommes à un point tournant. Un temps de péril réel et palpable. Une réponse qui sera apportée le 3 novembre prochain pour, selon lui, un travail, c'est beaucoup plus qu'un chèque de paye. Ensemble, nous allons rebâtir les États-Unis. Montréal, Mamoudou Aïchandiaï, Radio Futur Média. Une convention démocrate en visioconférence du fait de la pandémie de coronavirus. Barthélemy, c'est la fin de cette page internationale. Merci beaucoup, Georges Dekedio. RFM Sport. Nous accueillons Soda Cham. Soda, vous démarrez votre journal des sports avec la finale de l'Europa League. Une finale ce soir qui se joue entre le FC Séville et l'Inter de Milan.
Et oui, Barthélémy Ngom, ces deux équipes s'affrontent pour la première fois 22 ans après sa dernière finale de Ligue Europa qu'il avait remportée face à la Lazio Rome et 10 ans après son dernier titre européen, victoire en Ligue des Champions face au Bayern Munich, l'Inter aura l'occasion de revenir sur le toit de l'Europe. Mais pour ça, il faudra battre le FC Séville, tombeur de Manchester United en demi-finale ce vendredi et l'opposition donne envie. Du côté des entraîneurs, Antonio Conte, l'entraîneur de l'Inter Milan, a admis avoir un très grand respect pour le FC Séville. Il a également insisté sur la volonté de son équipe de remporter la finale de la Ligue Europa à Cologne. Il affirme, je cite, « Comme je l'ai déjà dit dans le passé, le mot peur ne fait pas partie de mon vocabulaire et il ne doit pas faire partie du vocabulaire de mes joueurs. Nous avons beaucoup de respect pour cette équipe et pour son histoire dans cette compétition. Mais en même temps, si nous sommes ici, si nous avons atteint la finale, c'est parce que nous avons des cartes à jouer et nous allons essayer par tous les moyens d'utiliser ces cartes du mieux que nous pouvons. » Fin de citation. Du côté de son adversaire du jour, l'entraîneur du FC Séville, Lopetegui, l'Inter est une équipe très complète avec de très grands joueurs et a une façon très spécifique de jouer comme c'est le cas pour toutes les équipes de Conte. C'est une équipe qui attaque beaucoup. Nous connaissons la difficulté de jouer contre cet adversaire et ce vendredi, nous devrons être une équipe très complète. Nous devrons faire face aux difficultés que cette équipe va nous poser. Nous devrons être solides et solidaires sur le terrain. Nous allons devoir donner notre maximum. L'Inter va nous obliger à donner plus que d'habitude. Fin de citation. La finale FC Séville Inter Milan, c'est à suivre en direct sur la radio Futur Média. Concernant la finale de la Ligue des Champions prévue dimanche, l'arrêté préfectoral interdisant le port du maillot du Paris Saint-Germain a été abrogé ce vendredi par la préfecture de police. Cette décision commençait à faire de grands bruits et ce vendredi, les autorités ont décidé de faire machine arrière. Après les incidents survenus à Marseille lors de la qualification du Paris Saint-Germain pour la finale de la Ligue des Champions, un arrêté préfectoral avait vu le jour afin d'interdire le port du maillot, d'un drapeau, d'une écharpe ou d'un masque de protection aux couleurs du champion de France dans les 1er, 2e, 6e et 7e arrondissements de la cité phocéenne. Face aux contestations découlant de cet arrêté, le préfet de la police a décidé de ce jour de l'abroger. Cependant, il invite instamment les supporters parisiens qui vont assister à des retransmissions de la finale à Marseille à ne pas porter de signes ostentatoires dans l'espace public et à faire preuve de modération dans leurs éventuelles célébrations afin de ne pas être pris à partie. Toujours pour cette finale de la Ligue des Champions, comme prévu, Keylor Navas a repris le chemin de l'entraînement hier, victime d'une lésion aux ischio-jambiers droit lors du quart de finale contre l'Atlanta Bergame. Le gardien international costaricien a suivi un programme de soins qui lui permet désormais d'envisager une participation à la finale de la Ligue des Champions dimanche. C'était son objectif, celui du staff médical aussi. Et il semble qu'il soit en passe d'être atteint. Parlons de la Ligue 1 française à présent. À 2 jours de son premier match de championnat face à Lens, Nice a vu 2 joueurs de son effectif testés positifs au coronavirus. Aussi, Ryan Ait-Nouri, le latéral d'Angers, a été contrôlé positif au coronavirus. Mais ce cas ne remet pas en cause la tenue du match que doit disputer Angers à Dijon demain samedi pour la première journée de la Ligue 1 puisque les clubs ont l'autorisation de jouer si leur effectif respectif ne compte pas plus de 3 joueurs contaminés. Basketball pour terminer avec les playoffs. Au programme de ce vendredi, Brooklyn Nets fera face à Toronto Raptors, Denver Nuggets face à Utah Jazz, Philadelphia 76ers, Boston Celtics, Dallas Mavericks face à Los Angeles Clippers. Et puis Sodekam, pour compléter cette triste nouvelle, une des anciennes gloires du football sénégalais des années 50 décédée donc ce matin à Dakar. Il s'agit de Wad Babadi. L'homme a joué au stade français, un club français bien sûr, pendant les années 50. L'enterrement a eu lieu aujourd'hui à Dakar. Information du doyen Abdoulaye Diaw. Il est midi passé de 32 minutes. RFM, la radio de toute l'actualité. Coronews à présent, les informations relatives à la Covid-19 à travers le monde. C'est avec Koumba Sandiane Faye.
Le Sénégal enregistre un nouveau décès ces 24 heures et le nombre de cas communautaires reste toujours élevé et s'élève à 73. Dans le monde, l'Organisation mondiale de la santé a multiplié les messages ces derniers jours alors que des mesures répressives sont prises dans de nombreux pays, que cela soit en Europe, aux États-Unis, au Brésil, en Chine ou ailleurs. L'épidémie a fait au moins 788 242 morts depuis son apparition en Chine et son signalement en fin décembre 2019 par l'Organisation mondiale de la santé. Selon un bilan publié, le cap de 250 000 morts a été atteint cette semaine en Amérique latine, les Caraïbes inclus, dont 112 000 au Brésil. L'inquiétude grandit aussi en Europe et les cas de Covid-19 sont en augmentation depuis plusieurs jours, notamment en Allemagne, en Espagne et en France. L'OMS s'est montrée toutefois rassurante, estimant que le rebond de l'épidémie pourrait être géré en Europe sans avoir recours à un nouveau confinement grâce à une meilleure connaissance du virus. Les États-Unis, le pays le plus touché par l'épidémie de coronavirus, le dernier bilan publié par l'université Johns Hopkins fait état de 174 178 décès depuis l'apparition du virus dans le pays. Le gouvernement américain s'est engagé à injecter près d'$1 milliard pour soutenir le développement d'un potentiel vaccin sur lequel travaille la société de biotechnologie Moderna. La vaccination ne devrait toutefois pas être obligatoire. La gestion de l'épidémie est devenue même un enjeu majeur de la campagne présidentielle américaine qui doit se tenir au mois de novembre. Officiellement investi jeudi à l'issue de la convention démocrate, le candidat Joe Biden a rapidement critiqué l'actuel président Donald Trump dans son discours d'investiture, jugeant que l'actuel président américain compte sur un miracle plutôt que de combattre efficacement le virus. À New York, les grands musées annoncent peu à peu leur réouverture. La situation sanitaire continue d'inquiéter au Brésil qui compte plus de 100 000 morts pour 3 millions de cas. La crise s'accompagne de difficultés économiques pointées par la Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes. La Commission note que la pandémie pourrait pousser dans la pauvreté 45 millions de personnes sur le continent. Même la traditionnelle fête des 15 ans, une coutume classique en Amérique du Sud pour les adolescentes, n'aura pas lieu cette année. En Chine, les derniers chiffres indiquent une stabilité du nombre de cas, le bilan étant toujours de moins de 5 000 morts dans le pays pour environ 85 000 cas. Parallèlement, l'enquête sur l'origine du virus se poursuit dans ce pays. En Espagne, 7 039 nouveaux cas ont été déclarés, confirmant une tendance à l'augmentation du nombre de cas. Selon les chiffres, 131 personnes sont décédées en une semaine, avec Madrid comme épicentre de l'épidémie. En Italie, 845 nouveaux cas ont été confirmés par le ministère de la Santé. De nouvelles mesures ont été prises ces dernières semaines et derniers jours. En Allemagne, pour finir ce vendredi 21 août, l'Institut Robert Koch fait état dans son dernier bilan de 1427 cas de plus de Covid-19 pour un total de 230 048 cas depuis l'apparition du virus dans ce pays. RFM, la presse du jour. La presse du jour lu commentée par Georges Déthié-Diop. Le sommet de la CEDEAO sur le Mali et le coup de Macky Sall. Les journaux, pour la plupart, se font l'écho de la réunion de la CEDEAO sur la crise malienne. Et le moins que mes confrères puissent dire est que la CEDEAO a haussé le ton, comme le souligne Sud Quotidien. Le Soleil et le journal Le Quotidien indiquent que les chefs d'État de la CEDEAO exigent le rétablissement immédiat de IBK dans ses fonctions. Ils ont aussi infligé des sanctions économiques au Mali. Mais ce que l'on note surtout, les journaux s'arrêtent plus sur la participation de Macky Sall à ce sommet. Le Témoin parle d'un joli coup diplomatique et affirme que le président sénégalais sauve le Mali de l'asphyxie. Mon confrère relève que contre les jusqu'au-boutistes de la CEDEAO menés par le président Ouattara, partisan de la fermeture totale des frontières, le président Sall a réussi à arracher un couloir humanitaire. Ce n'est pas tout si l'on se fie au journal Le Quotidien, alors que certains chefs d'État comme Ouattara, Condé ou Issoufou ont insisté fortement pour une intervention rapide pour rétablir IBK dans ses fonctions. Le président Sall a réussi à les convaincre d'y renoncer parce que persuadé que les conditions d'une telle opération n'étaient pas réunies. Et puis à propos de l'embargo, Le Soleil insiste sur le fait que le président Macky Sall
invite à tenir compte des impératifs humanitaires. Ce corridor humanitaire de la CEDEAO, justement, c'est ce que l'observateur appelle l'autre coup d'État de Macky Sall. Pour l'Obs, la requête du président Sall n'est pas anodine, car en demandant à la CEDEAO de réapprécier les sanctions contre le Mali, en tenant compte des impératifs humanitaires, le chef de l'État a réussi un joli coup d'État en sauvant le business du port de Dakar, où transite la quasi-totalité des produits à destination de Bamako. Le Mali, la destination des 3050 tonnes de nitrate stockées au port de Dakar. Selon Libération, le port assure que les 3050 tonnes sont en transit au Môle 3 et le renlèvement serait imminent. Seulement, le journal Libération relève un problème. Ce transit dure depuis 25 jours. Pire, ajoute Libération, ce n'est que quand l'information a été rendue publique que l'armateur Xloc a saisi le ministère de l'Environnement. Le nitrate qui fait parler, le nouvel ouvrage de Thierno Alassane Sall aussi commence à alimenter les débats. Certains journaux comme Les Échos et Tribune ont parcouru le livre. Le protocole de l'Élysée, confidence d'un ancien ministre sénégalais du pétrole. Selon Les Échos, Thierno Sall raconte leur âge le 24 avril 2017 dans le bureau de Macky Sall et l'excès de zèle de Mahamad Boun Abdallah Dionne. Pour Tribune, Thierno Alassane Sall terrasse la République. Une République dont les magistrats se crêpent le chignon. Alors que Tribune note que les magistrats se tirent dessus, Les Échos s'entretient avec le président de l'Union des magistrats sénégalais, Souleymane Teliko, qui, selon mon confrère, tacle à tout va et décrit le pouvoir exorbitant du ministre. C'est à propos du Conseil supérieur de la magistrature. Sa sortie fait suite à l'affectation du magistrat Ngor Diop. Teliko confie que si tous les membres du Conseil supérieur de la magistrature avaient exercé leur devoir de veille, la décision d'affecter Ngor Diop n'aurait jamais été validée. Le président de l'UMS regrette par ailleurs que le système actuel incite davantage à la soumission qu'à l'indépendance vis-à-vis de l'exécutif. À la une de Source A, il est question de Dakar Demdik qui traverse des moments difficiles parce que très endetté. Selon mon confrère, la société de transport doit beaucoup d'argent à l'IPRES et n'eût été l'accord qui a été trouvé entre Dakar Demdik et l'IPRES, les travailleurs qui partent à la retraite ne percevraient pas leur argent. Et sur la question, le directeur général de Dakar Demdik affirme dans Source A qu'il a trouvé cette situation lors de sa prise de fonction. À son avis, le problème de versement à l'IPRES date de 21 ans et il dit avoir versé 5 milliards quand il est arrivé. Maître Moussa Diop confie que l'État du Sénégal leur devait de l'argent. Eux aussi lui doivent de l'argent depuis 21 ans. Il y a eu croisement de dettes. La pandémie du coronavirus pour terminer. L'AS alerte sur le cas de la capitale. Dakar, un cas préoccupant selon mon confrère. Et pour cause, l'AS souligne que sur les 12 559 cas répertoriés sur l'ensemble du territoire national, Dakar constitue l'épicentre de la maladie et inquiète les professionnels de santé ainsi que les autorités étatiques. Dakar a enregistré près de 9000 cas confirmés de Covid-19. À vos kiosques et bonne lecture. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Midi 40 minutes, juste donc 10 minutes pour parler de la situation au Mali, notamment les décisions prises hier par la CEDEAO sur cette crise malienne. Pour en parler, nous sommes avec Ali Fari Ndiaye. Monsieur Ndiaye, bonjour. Bonjour, Georges. Barthélémy. Bonjour, Barthélémy. Vous êtes spécialiste des relations internationales. Notre deuxième intervenant, Abdoulaye Makhtar Diop. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Ancien ministre de la République. Alors, d'abord, je reste avec vous, monsieur le ministre Abdoulaye Makhtar Diop. Quelle lecture faites-vous des décisions qui ont été prises hier au terme du sommet extraordinaire de la CEDEAO? Les chefs d'État, donc, qui ont décidé, en tout cas, d'envoyer une délégation de haut niveau à Bamako en vue de rétablir l'ordre constitutionnel. Oui, à l'entame de mon propos, je veux me permettre de prévenir toutes les autorités sénégalaises qui interviennent par la voie des ondes ou de la télévision d'avoir des propos mesurés, car tout débordement peut avoir des conséquences sur la vie des Sénégalais qui sont là-bas. La question est extrêmement sensible et vraiment je pense que les gens ont assez de responsabilité pour savoir jusqu'où ne pas aller. Maintenant, la lecture que j'ai de la décision des chefs d'État est très simple. Je pense que leur décision risque de ne pas être suivie d'effet.
Parce que je crois que le Mali est arrivé à un tournant important et demander le retour à l'ordre constitutionnel normal, si ça doit signifier remettre Ibeka et son équipe au pouvoir, il est absolument sûr que ça ne marchera pas. Pourquoi? Oui, parce que là, on voit que la CEDEAO demande le rétablissement d'Ibeka dans ses fonctions de chef d'État. C'est pourquoi je dis, entre revenir à l'ordre constitutionnel normal et remettre Ibeka, il y a tout au monde. L'ordre constitutionnel normal, c'est d'avoir un pouvoir régulièrement élu. Parce qu'il faut que vous rappeliez, Barthélémy, ce qui s'est passé au Burkina Faso. Quand les Djendérés ont fait leur coup, intervention de la CEDEAO, vous vous rappelez, ils sont revenus en derrière et Djendéré est allé en prison. Vous pensez que les officiers maliens ne vont pas penser à ça? Il faut être réaliste. Aujourd'hui, la seule solution pour la stabilité du Mali et surtout revenir à la préoccupation fondamentale sécuritaire, c'est vraiment accélérer les processus d'organisation de nouvelles élections transparentes, démocratiques et sincères. Parce que plus les gens resteront dans cette situation-là, plus les djihadistes peuvent encore se repositionner dans ce territoire qui a perdu quasiment le contrôle de l'État central malien. Donc moi je pense que fermer les frontières, c'est une mesure, la CEDEAO dans son rôle. Condamner le coup d'État, la CEDEAO est dans son rôle. Appeler à la démocratie, la CEDEAO est dans son rôle. Nous demander de remettre Ibeka au pouvoir et son gouvernement, vous savez absolument que ça ne servira à rien du tout. Alors, vous pensez que, en tout cas, ce ne sera pas possible parce que là, même les chefs d'État de la CEDEAO demandent à ce que les sanctions annoncées contre les putschistes donc soient maintenues. Là, il y a une crainte un peu. Mais non, mais il faut être réaliste. On a un cas qui s'est passé au Burkina. Vous croyez que les officiers qui ont tenté le coup d'État vont se suicider? Mais je vous dis que la CEDEAO doit repenser sa mission de sauvegarde de la démocratie en Afrique et tirer les conclusions des échecs répétés de ces missions. Même si on y envoie aujourd'hui les cadres les plus respectés, parce qu'il y en a que nous respectons beaucoup. La réalité au Mali aujourd'hui est que le président Ibeka ne peut plus être remis au pouvoir. Moi, c'est ma conviction. Ok, d'accord. Je reviens à vous tout à l'heure, Monsieur le ministre. Ali Farindiaï, c'est votre analyse. Vous pensez que rétablir Ibeka dans ses fonctions, c'est quasi impossible? Je suis tout à fait d'accord avec monsieur le ministre Abdoulaye Makhtar Diop sur cette question précise. Le retour de Ibeka comme président de la République me paraît impossible et la remise en cause de son gouvernement me paraît impensable. Je crois qu'il faut très rapidement aller dans le sens, si la CEDEAO veut aujourd'hui réussir une bonne partie de sa mission et garder sa crédibilité, je crois que la démarche réaliste doit prévaloir sur la démarche de principe que le ministre a bien expliqué. Organiser la transition, s'acheminer vers des élections, c'est ça? Il s'agit, moi, à mon avis, d'aller négocier directement avec la junte pour une transition rapide au Mali, avec la mise sur pied d'un gouvernement dirigé par des civils, la restauration de ce qui reste de l'État malien. Parce que ce problème-là, Barthélémy, c'est un problème de gouvernance. Or, le président Ibeka a véritablement montré ses limites sur ces questions-là. Donc, je crois que de ce point de vue-là, et l'autre aspect, c'est qu'il va falloir que la démarche de la CEDEAO ne s'oppose pas à la préoccupation des peuples. Et d'ailleurs, c'est pourquoi j'ai un peu apprécié la position équilibriste du Sénégal, qui cherche d'abord à montrer sa solidarité au peuple malien, parce que le souci, comme l'a dit le ministre, c'est d'éviter d'attiser un sentiment anti-CEDEAO, pour ne pas dire anti-sénégalais, en ayant des positions qui vont mettre et nos forces qui sont à l'amunissement, qui sont plus de 3000, et nos populations qui seront vues tout simplement comme des ennemis de la cause malienne. Et pour éviter cela, il va falloir qu'on ait une position équilibriste. La position du Sénégal, certes, si elle doit être solidaire avec la CEDEAO, doit être sous-tendue par la préoccupation du Sénégal et la défense d'un certain nombre d'intérêts qui sont fondamentalement liés avec l'histoire et la géographie que nous avons avec le Mali. Ce n'est pas un fait du hasard qu'on dit que le Sénégal et le Mali, c'est un peuple dans deux États. Les symboles de nos pays sont les mêmes.
les symboles de gestion, c'est les mêmes. Et par conséquent, je crois que la position de la CEDEAO, même si c'est une position de principe, ne saurait être la préoccupation urgente et importante du Sénégal. Aujourd'hui, alors, comment faire revenir maintenant l'ordre au Mali? Si on doit revenir l'ordre au Mali, il faut le faire à ce que s'arranger pour qu'il y ait rapidement un gouvernement qui représente toutes les sensibilités du Mali, que ce soit le M5, que ce soit ce qu'on appelle l'opposition, que ce soit la société civile, que ce gouvernement soit dirigé par une personnalité qui a une certaine crédibilité dans l'opinion malienne. L'heure et l'urgence, ce n'est pas les processus d'organisation d'élections. Si le temps qu'il faut pour organiser des élections et réfléchir sur ces élections risque de prévaloir sur la chute de l'État du Mali. Aujourd'hui, l'urgence, c'est la restauration très rapide de l'État du Mali. Et c'est pourquoi négocier avec la junte pour une solution transitoire, mettre sur pied un gouvernement où l'armée ne sera là que pour occuper peut-être la défense et la sécurité, et créer un schéma où les forces de fortes personnalités dans le gouvernement malien vont gérer la transition et conduire d'abord à la restauration de l'État, comme je l'ai dit, parce que c'est un problème de gouvernance, repenser les conclusions des assises nationales qui, comme il faut le dire, avaient pensé à un certain fédéralisme horizontal au Mali, c'est-à-dire à une certaine autonomie des zones du Nord et de la préoccupation aussi au niveau des zones dirigées par les djihadistes. Ça, c'est les approches qu'il va falloir très rapidement régler. Parce que le chaos est en train de s'installer. Et si l'État malien périclite, avec les manifestations prévues aujourd'hui avec le M5, si très rapidement les gens ne vont pas vers des consensus forts, lesquels consensus à mes yeux doivent se faire avec une concertation avec ceux qui gèrent la situation actuellement. Parce que le Mali, c'est un jeu et c'est des enjeux. Le jeu, c'est au-delà des questions de trucs, c'est le jeu des grandes puissances. L'Algérie, la France, le MINUSMA, les intérêts géostratégiques, le terrorisme. Donc je crois que très rapidement, il faut aller dans le sens d'avoir une démarche réaliste et c'est à cela que j'appelle la CEDEAO. D'accord, je reviens. Si la CEDEAO maintenant refuse d'avoir cette position, le Sénégal doit continuer à avoir cette position équilibriste qui consiste à avoir un corridor économique avec le Mali. Et c'est là pour beaucoup de raisons que nous savons, des raisons économiques, des raisons de solidarité, des raisons géostratégiques. Et aussi comprendre que les chefs d'État de la CEDEAO qui ont des positions maximalistes et radicales, je veux parler de la Guinée, je veux parler de la Côte d'Ivoire, je veux parler de Niger, ces pays-là ne sont pas connus dans la CEDEAO comme des puissances de guerre. Ce pas des foudres de guerre, ce pas des puissances militaires. D'accord. Alors, je reviens à vous tout à l'heure pour une dernière question. Monsieur le ministre, la CEDEAO qui décide de maintenir la fermeture de toutes ses frontières terrestres et aériennes avec le Mali. Le chef de l'État, Macky Sall, veut qu'il y ait un corridor humanitaire parce que, dit-il, les denrées de première nécessité, les produits pétroliers et les produits pharmaceutiques ne devraient pas, en tout cas, être concernés par cette fermeture. Vous en pensez quoi? Mais d'abord, il faut... Je félicite bien M. Ndiaye. Il a très bien caractérisé et campé le décor au Mali. Véritable melting pot. Et je pense que quand des intellectuels africains ont cette appréciation de la situation et ne sont pas des hommes politiques, moi ça me rassure parce que ce sont des positions objectives sur lesquelles les décideurs doivent s'appuyer. Concernant le Sénégal et la position du président Macky Sall, il est évident qu'à première vue, c'est une position humanitaire. Mais dans le fond, c'est une position éminemment économique et politique. Parce que si le Sénégal suit le Niger, et nous, le Mali est l'interland du Sénégal, et le port autonome du Sénégal est véritablement le biberon du Mali. Mais le Mali également fait prospérer le port du Sénégal. Dans cette conjoncture économique extrêmement difficile avec la pandémie... Il y a plusieurs paramètres à tenir en compte. Oui, c'est pourquoi je vous dis d'abord, du point de vue humanitaire, c'est une bonne chose. Du point de vue politique, ça évite dans l'avenir des tensions entre le Sénégal et le Mali parce qu'ils auront compris que le président Macky Sall ne joue pas à les étouffer, ne joue pas à entrer dans la sanction du peuple malien, mais également nous avons tout intérêt du point de vue économique, même en tenant compte de tout ce que M. Ndiaye a dit. Vraiment, la confusion, je dis, entre les peuples sénégalais, confusion au sens positif.
Donc moi je pense que c'est la CEDEAO qui, après cette crise, doit revoir son rôle dans le fonctionnement interne des États. D'accord. D'accord. Malheureusement, ils ont les protocoles additionnels sur la bonne gouvernance, la démocratie. Mais il faut trouver des solutions intermédiaires pour ne pas faire de référendum à mi-mandat. C'est ce qui s'est passé au Mali. Mais la CEDEAO n'est pas intervenue quand le problème des élections s'est posé. C'est posé. Alors que nous qui suivions ces problèmes, nous savions parfaitement que les élections législatives au Mali me posaient des problèmes. D'accord. Je le connais beaucoup mieux que beaucoup de Sénégalais pour avoir été avec lui pendant plus de 9 ans à l'Afrique socialiste. D'accord. Malheureusement, monsieur le ministre, nous sommes rattrapés par le temps. On vous retrouve tout à l'heure dans l'édition de 13h. Alors, Ali Farindia, je vous donne la parole juste pour quelques secondes par rapport à ce corridor humanitaire-là. Juste pour quelques secondes. Je crois que le ministre a tout à fait raison et aujourd'hui même dans votre quotidien, le directeur de l'exploitation du port l'a montré. Il a clairement expliqué que une bonne partie des importations, des revenus du port viennent des camions maliens. Et il a même expliqué qu'aujourd'hui, il y a plus de 1800 camions maliens qui sont au Sénégal. Donc, l'intérêt... Donc en résumé, le Sénégal a besoin du Mali, le Mali aussi, pareil, a besoin du Sénégal. Effectivement, je crois que ne serait-ce que sur ces questions-là, le Sénégal doit avoir cette position équilibriste et essayer de convaincre la CEDEAO de ne pas s'aligner dans une ligne radicale qui, en vérité, va créer des clivages qui vont accélérer les ravages. D'accord, merci beaucoup. Merci Ali Farindia. On vous retrouve vous aussi à 13h. Ali Farindia est spécialiste des relations internationales. Merci également Abdoulaye Marta Diop que nous allons retrouver également à 13h, ancien ministre de la République. Mesdames, Messieurs, merci à vous. C'était le journal de midi présenté par Barthélémy Ngom, mise en onde à Ba. Retrouvez à 13h le journal en Wolof avec Papa Ndiaye. Tout de suite à la présidence.